Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, La crise de la masculinité, un livre signé Francis Dupuy-Derry. La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace. Le sous-titre est extrêmement intéressant. Il s'agit d'une autopsie, donc d'une analyse d'un cadavre, de quelque chose qui n'existe pas ou n'existe plus, ou peut-être n'a jamais existé, puisqu'il s'agit aussi d'un mythe, mais d'un mythe tenace, d'un mythe qui tient le coup, une crise de la masculinité qui serait permanente et qui, en étant permanente, ne serait donc plus une crise. Y a-t-il crise de la masculinité? Oui ou non? La réponse de Francis Dupuy-Derry est non. Il n'y a pas de crise de la masculinité, et au fond, il le regrette. Parce que ce qui se présente comme une crise de la masculinité est une crise d'une certaine vision de la masculinité, ou au contraire une affirmation de cette vision de la masculinité qui peut-être serait à remettre en cause. Et donc ce livre-là développe, à travers de multiples exemples, les discours de la crise de la masculinité. Il montre comment ces discours-là se sont implantés, comment ils ont dit cette crise prétendue de la masculinité. Il y a un parcours historique qui parcourt les divers avatars de la crise de la masculinité jusqu'à aujourd'hui et qui à chaque fois montre qu'entre le discours et la réalité, il y a une différence majeure. Le discours de la crise de la masculinité dit au fond que l'homme aujourd'hui est menacé, notamment et d'abord par le féminisme, par la libération des femmes. Or, ce discours de la crise de la masculinité n'est jamais corroboré par les faits, où la domination masculine sur les femmes reste patente et reste un fait incontournable dans nos sociétés encore aujourd'hui. Et donc, ce discours-là, qui au fond voit toute avancée de la cause féminine, comme une menace pour les hommes et pour la place des hommes, et puis comme si la moindre petite parcelle qu'on allait concéder aux femmes, c'était la défaite de l'homme, avec un grand H. Dans ce cas-là, eh bien, en fait, tout ça n'est qu'un discours et tout ça est totalement faux. Alors, le texte parcourt cette question-là de différentes façons. Il parle d'abord justement de crise ou de discours de crise. Il va en faire une petite histoire. Il va commencer par la crise de la masculinité vers 1900, puis les années 60 avec ce qui est appelé le mouvement des hommes. D'abord d'ailleurs plutôt pro-féministe et puis qui va se radicaliser dans un sens qu'on appelle aujourd'hui masculiniste. Les pères notamment, les pères de famille, les pères divorcés qui se mobilisent, là aussi souvent on entend ce discours, et je l'ai entendu quand je parlais de ce livre-là à des gens lorsque j'étais en train de le lire, qui me disaient « mais aujourd'hui les pères sont systématiquement maltraités lors des affaires de divorce ». Alors il y a des cas qui sont cités par ces gens-là, il y a une réalité statistique qui est peut-être différente. Et puis vous avez crise de masculinité ou crise économique, la crise aujourd'hui, à l'école, dans le cas compliqué des suicides des différents hommes, et puis une conclusion sur la crise de la masculinité et le refus de l'égalité. Alors comme d'habitude, j'ai corné plein de pages en me disant que j'allais peut-être les lire dans cette vidéo, mais évidemment je ne vais pas tout lire, je vais en prendre quelques-unes qui
me paraissent intéressantes. Et notamment, on va commencer par justement ces mouvements masculinistes. De quoi s'agit-il? Dans les années 1990, c'est là qu'ils prennent de l'ampleur ou qu'ils changent de forme, qui sont beaucoup moins pro-féministes qu'ils l'étaient auparavant. Eh bien, Francis Dupuy-Derry, à partir d'études faites par d'autres chercheurs, puisque lui-même est professeur de sciences politiques et recherche donc dans ce domaine-là, donc ces mouvements-là sont des mouvements politiques, les mouvements masculinistes. Donc voilà ce qu'il dit, c'est que 5 tendances masculinistes vont se consolider dans les années 1990, même si certaines étaient déjà en émergence dans les décennies précédentes. Les groupes des nouveaux guerriers qui proposent aux hommes de redécouvrir leur guerrier intérieur. On voit tout de suite ce vocabulaire de la guerre. Un vrai homme est un guerrier. Et évidemment, tout ce que ça peut avoir de problématique, encore aujourd'hui, où les guerres sont en train de renaître, peut-être à cause de discours masculinistes. Ce sont des hommes qui mènent cette guerre, qui provoquent les guerres nombreuses aujourd'hui dans le monde. Vous avez aussi les groupes de défense des droits et de la santé des hommes, les groupes de défense des intérêts des pères divorcés ou séparés, les groupes conservateurs et religieux de refondation de la famille, comme les Promise Keepers, qui remplissent des stades d'hommes, ou Nation of Islam et sa Million Man March. Donc une dimension religieuse aussi. La communauté des artistes séducteurs qui revendiquent l'accès à la sexualité des femmes à volonté. Et donc, dans ces discours masculinistes, on est toujours, au fond, dans une vision conservatrice. Il faut conserver les privilèges des hommes. Et ne pas conserver les privilèges des hommes, ce serait laisser place libre à un monde où les femmes domineraient. Ce discours est totalement absurde si on regarde la réalité, avec des mouvements comme MeToo, qui montrent bien que la domination masculine, notamment d'un point de vue sexuel, est encore omniprésente et extrêmement violente, et les femmes sont des victimes très régulièrement, mais on constate des discours qui instaurent ou inventent une crise de la masculinité, ou la réinventent sans cesse, pour garder tous les privilèges qui, soi-disant, constituent l'essence de l'homme. Alors vous avez notamment un développement très fort de ce genre de discours sur Internet. Avec le développement du cyberespace, écrit donc Francis Dupuy-Derry, le mouvement des hommes développe des sites web pour présenter les groupes, des sites autonomes parfois éphémères, sans compter les interventions parfois virulentes sur le web et les médias sociaux, y compris sur des forums de discussion et des plateformes féministes. Ils jouent le rôle, au fond, de ce qu'on appelle des trolls dans ces milieux-là, même dans les milieux féministes. En 2016, une étude menée aux États-Unis sur une douzaine de sites web du mouvement des hommes concluait qu'une forme de backlash contre le féminisme s'y exprime, souvent associée au discours de la crise de la masculinité. La tendance la plus vindicative, celle des cybergarçons en quête de masculinité, décourage ouvertement les femmes et les homosexuels, parce que derrière le discours masculiniste, il y a aussi un discours homophobe. Ça, c'est moi qui le rajoute, mais à partir de ce qui est omniprésent aussi dans ce texte-là. Donc décourage ouvertement les femmes et les homosexuels à participer aux échanges, fait la promotion d'une masculinité conventionnelle, associée à la musculature, aux armes à feu, à la chasse et aux jeux vidéo de combat. On y prétend aussi que le féminisme prive les hommes de la sexualité à laquelle ils devraient avoir droit. Selon cette tendance, c'est le manque de disponibilité sexuelle des femmes qui entraînerait les suicides des hommes et les violences masculines contre les femmes, y compris les meurtres, comme l'exprime un homme sur le web en des termes particulièrement toxiques.
Combien de vies pourraient être sauvées chaque année si les salopes du monde étaient seulement un peu moins coincées et un peu plus équitables dans leur distribution de fellations. On voit que ce genre de discours immonde, qui renverse totalement les responsabilités, expliquer la violence des hommes contre les femmes par le fait que les femmes ne sont pas disponibles sexuellement, est une manière de présenter le problème absolument ignoble. Et évidemment, tout ça n'a strictement aucun sens. Et on voit bien que derrière cette idée de crise de la masculinité, il y a une sorte de repli identitaire qui est du même ordre. Et ça, c'est aussi une chose intéressante qu'on trouve dans ce livre-là, qui est du même ordre que le racisme. Le sexisme, le racisme sont des phénomènes qui fonctionnent de la même façon. C'est-à-dire que les dominants, les hommes, les blancs, et donc les hommes blancs en particulier, mais il peut y avoir des dominants à l'intérieur de groupes dominés, les hommes noirs, les femmes blanches peut-être, eh bien, les dominants renversent le discours en prétendant que l'émancipation relative, très relative, des femmes ou des personnes racisées, comme on dit aujourd'hui, cette émancipation-là, elle menace l'ensemble du système d'un renversement total. Or, évidemment, ce faisant, ils affirment une domination qui reste une domination massive aujourd'hui, et les chiffres sont donnés à plusieurs endroits dans le livre. Alors, je n'ai pas recherché tous les endroits où ils étaient mentionnés, mais dans les postes de pouvoir, les hommes sont ultra majoritaires au niveau politique, économique, culturel, etc., etc. Donc, en aucun cas on peut dire qu'il y a une domination des femmes. C'est une absurdité de le dire aujourd'hui. Et pourtant, le discours est donné jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce discours-là, comment lutter contre ceci? Est-ce que les enfants eux-mêmes seraient en danger? Voilà une autre question. Avant de répondre à la question du comment lutter, il y a toute une partie sur l'école, où on constate, en tout cas à l'école primaire, de meilleurs résultats chez les enfants femmes, sur les filles, que sur les garçons. Ça, c'est un fait qui est assez clairement étayé. Donc, domination féminine, crise de la masculinité. Contrairement, et là je reviens à ce livre, contrairement à ce que laisse entendre la propagande de la crise de la masculinité, il est faux de prétendre que l'école ne propose pas de modèle masculin et ne valorise pas l'identité masculine conventionnelle. Certes, il y a plus de femmes que d'hommes travaillant en garderie ou à l'école, mais le matériel pédagogique et l'enseignement de l'histoire, par exemple, offrent une belle place à des figures masculines. En garderie, les adultes s'adressent davantage aux garçons, interrompent plus souvent les filles, qui sont davantage sermonnées que les garçons pour des comportements agités, et plus souvent encouragées à rester calmes. L'école n'est donc pas un espace neutre, où les identités de genre n'ont plus d'importance aux yeux du personnel enseignant et des autres élèves. La journaliste britannique transgenre Juliet Jack, qui a témoigné de sa propre transition, a expliqué que dès l'école, les normes de genre sont imposées et contrôlées. Et le personnel enseignant et les autres jeunes vous disent que les garçons font X, les filles Y. Enfin, des études révèlent que la non-mixité semble surtout bénéficier aux filles car elles sont moins dérangées ou attirées par les garçons. Donc, une école purement masculine, basée sur des valeurs masculines, ne va pas améliorer les performances des garçons. Voilà ce qui est dit aussi. Alors cette question de l'identité de genre traditionnelle, on a ici la question du transgenre qui est posée aussi. Quelle place pour les transgenres dans ce genre de discours? Évidemment,
un discours masculiniste n'est pas celui des transgenres, puisqu'ils connaissent la réalité des deux genres. Alors parfois, il peut y avoir des discours limite dans ce genre de milieu aussi, hein, mais on voit bien que toutes ces questions-là sont extrêmement délicates, mais ce qui est certain, c'est qu'il y ait vraiment question de rapport de domination, et que c'est une question politique. Les mouvements masculinistes sont très souvent des mouvements très à droite. Il y a tout un chapitre sur les néo-nazis et la crise de la masculinité. Donc on trouve ces milieux-là, néo-nazis, proférant ces discours-là, même si les discours de la masculinité ne sont pas tous liés à cette idée de masculinité. Il y a énormément d'exemples qui sont donnés un peu partout dans le monde, au Québec, d'où vient Francis Dupuy-Derry, mais aussi en France, mais aussi aux États-Unis, mais aussi en Inde, par exemple, et dans plein d'endroits. Donc, ce qui fait que ce livre-là nous montre que cette crise, au fond, elle serait mondiale, mais en fait, ce qui est mondial, c'est le discours masculiniste qui refuse toute évolution. Alors, quelle conclusion donner à tout ceci? La propagande, et le terme est employé extrêmement souvent dans ce livre-là, la propagande de la crise de la masculinité, à l'époque actuelle, en Occident, est traversée par 4 principaux discours, à savoir les difficultés scolaires des garçons, j'en ai parlé tout à l'heure, le suicide au masculin, il y a beaucoup plus de suicides d'hommes que de femmes, là aussi c'est un fait qui, d'après les études que cite Francis Dupuy-Derry, c'est lié en fait aux armes à feu. On inculque une certaine violence et une certaine utilisation des armes à feu aux hommes plus qu'aux femmes, et donc l'arme à feu étant une arme efficace pour se suicider, il y a plus de suicides chez les hommes, mais justement c'est parce qu'il y a ce discours masculiniste qui considère que l'homme est plus violent, peut-être qu'il y a plus de suicides chez les hommes. Donc on voit bien que le discours qui consiste à faire des hommes des victimes du féminisme, ici ça marche absolument pas. Donc le suicide au masculin, les problèmes des pères lors des divorces et des séparations, et la symétrie de la violence conjugale, ainsi que les hommes battus. On sait bien qu'il y a beaucoup plus de femmes battues, et dans les discours masculinistes, ce qui est dit, c'est que, au fond, la violence verbale des femmes serait l'équivalent de la violence physique des hommes. Sans préciser qu'il y a une violence verbale des hommes, et qu'on ne peut pas comparer une violence verbale qui peut arriver à des coups qui menacent jusqu'à la vie de la personne. Ces phénomènes sont présentés comme autant de symptômes de la crise de la masculinité. La solution proposée est toujours la même. Réaffirmer une identité masculine associée à quelques clichés sexistes, à savoir le caractère actif, compétitif, agressif et même violent des hommes. De cette identité devrait découler tout le reste, y compris des approches pédagogiques, la prévention du suicide, l'engagement du père auprès des enfants, en fait surtout des garçons, et la gestion des conflits dans un couple, en fait surtout le pouvoir et le contrôle. Ces discours permettent de contester l'idéal féministe d'égalité entre les sexes et d'accuser les féministes et les femmes, mères, institutrices, épouses, d'être responsables de tous les problèmes des hommes. Ce faisant, ces discours fournissent aux hommes violents et à leurs complices des arguments pour justifier leur violence. Leurs propos ont quelque chose de désolant et même d'absurde, puisque présenter les hommes comme naturellement actifs, agressifs et même violents n'aide en rien à la réussite scolaire des garçons, à la prévention du suicide, à l'harmonie du couple, entre parenthèses hétérosexuel, ni à la prévention de la violence familiale et conjugale. Les propagandistes et les militants de la cause des hommes ne s'en inquiéteront sans doute pas, puisqu'il apparaît que leurs discours ont surtout pour objectif de présenter le féminisme et l'émancipation des femmes comme une catastrophe à l'origine de la crise de la masculinité, voire de réaffirmer la légitimité de la suprématie mâle. Voilà ce que c'est que cette crise de la masculinité. Réaffirmer la légitimité de la suprématie mâle qui effectivement est remise en cause.
mais parce qu'elle est, de fait, illégitime. Alors que faire face à tout ça? Eh bien finalement, et j'ai trouvé cette conclusion intéressante, les derniers mots du texte nous disent ceci. Les hommes ne sont pas en crise, mais ils font des crises. Cette différence entre être en crise et faire des crises, ce qu'on appelle des cacas nerveux, c'est-à-dire des moments où ils deviennent hystériques, pour employer un vocabulaire qui était réservé aux femmes, mais peut-être qu'on pourrait transvaser du côté masculin. Donc les hommes ne sont pas en crise, mais ils font des crises, réellement, au point de tuer des femmes. En termes de justice et d'injustice, le problème aujourd'hui n'est pas que la masculinité soit en crise, mais bien qu'elle ne le soit pas encore. Cette crise qui n'est pas encore là, les femmes l'ont trop longtemps attendue, puisque nous y avons trop longtemps résisté. Et le « nous » ici, c'est le « nous » masculin de l'homme qui écrit ce livre-là. Il est donc temps d'arrêter de discourir sur la crise de la masculinité et de tout faire pour qu'elle advienne enfin. Voilà une conclusion avec laquelle je suis totalement d'accord, ne m'identifiant absolument pas aux valeurs soi-disant masculines de violence et tout ça. J'ai toujours été réfractaire à cette vision de l'homme. Je ne suis pas du tout sensible à ce qu'on présente habituellement comme des caractéristiques naturelles de l'homme. Cela étant dit, je m'identifie de manière claire comme un homme. Donc on voit bien que tout ça n'est que discours, propagande, et qu'en effet, cette masculinité-là, caractéristique d'un monde où l'homme domine, eh bien, en effet, cette masculinité-là, il serait temps qu'elle entre véritablement en crise. Francis Dupuy-Déry, La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace.